Bon, bah, du coup, on va se lancer. Vous savez que ces pauses déj, c'est pour informer les gens qui se connectent, mais également aussi qui regarderont les enregistrements, informer sur les activités de la CPTS, ses partenariats, les travaux, les activités de nos partenaires. Et en l'occurrence, aujourd'hui, nous allons parler d'une action à laquelle participe la CPTS, puisqu'elle fait partie de l'APSAR. Elle est menée par l'APSAR et c'est Jennifer que vous voyez qui va nous en parler. Jennifer est coordinatrice sur l'APSAR, mais aussi Rouen Cœur de Métropole. Et donc, on va parler d'événements indésirables. Bien écouter les termes. Événements indésirables, c'est pas effet indésirable, c'est plus large. On va parler de remédiation, cette culture de la remédiation qui permet, quand il y a une erreur, de retravailler sur la coordination, et on est bien dans le cœur des missions de la CPTS, parler de coordination entre les acteurs de manière à mieux maîtriser. Et donc, on va parler de ce partenariat entre Becquerel et Apsar autour de la chimiothérapie en ville. C'est intéressant, j'aime beaucoup cette action. Personnellement, vous direz à la fin ce que vous en pensez. C'est vraiment une occasion, certes, de parler de chimiothérapie avec les personnes de Becquerel, certes de parler de remédiation, mais également l'occasion de montrer à nos collègues hospitaliers nos contraintes en ville. Ce sont des rencontres auxquelles j'ai pu participer à une, et c'était vraiment très intéressant de ce point de vue-là aussi. Voilà, je laisse la parole à Jennifer, donc, qui va nous présenter ces différents points. Bonjour à tous. Donc, comme Elisabeth le disait, je suis coordinatrice de la CPTS Rouen Cœur Métropole et au sein de l'APSAR, des 5 CPTS de la métropole. Et effectivement, ce projet, il rentre dans la mission 5 des CPTS, qui est sur la qualité et la pertinence des soins. Et donc, je vous fais le retour de ce projet. Elisabeth introduisait le sujet donc avec effectivement de la sémantique sur les effets indésirables et l'événement indésirable. Donc, les effets indésirables sont inévitables, puisque c'est des effets liés aux médicaments, puisque les événements indésirables, pour eux, sont plutôt évitables. Pour le projet de Becquerel, on parle d'erreurs médicamenteuses, donc avec le sigle EM. Donc là, on a les petits rappels HAS et puis de la Société française de pharmacie clinique pour dire que c'est un événement en lien avec la iatrogénie médicamenteuse, et ce côté toujours évitable, qui peut être soit lié à un dysfonctionnement non intentionnel dans l'organisation de la prise en charge médicamenteuse. Donc il y a le côté évitable et le côté non intentionnel de cette erreur médicamenteuse. Après, il y a quelques catégories qui sont dégagées: la potentielle, l'avérée, la latente. Je vous passe très vite ces slides-là parce que l'idée, c'est de pouvoir parler plutôt de cas concrets. Et donc, ils reprennent aussi les événements indésirables associés aux soins, avec le côté porteur de risque, c'est-à-dire tous les événements où on a pu récupérer à la dernière seconde, où on y a échappé belle, où c'est le presque accident. Et puis les événements malheureusement graves, où on retrouve des mises en jeu du pronostic vital, avec parfois des décès ou des survenues de déficits fonctionnels permanents. En tout cas, ce qui est le plus important à retenir, c'est que l'erreur médicamenteuse n'est pas une faute et un manquement à un devoir. En fait, on est dans un contexte qui fait plusieurs clignotants, de par le contexte, ont été non effectués ou non vus, et que c'est une cumulation de tous ces clignotants-là qui crée cette erreur médicamenteuse. Et d'où l'importance de pouvoir les étudier sur des cas concrets. Alors les chiffres donnés par Omedit, c'est qu'il y a 4 événements indésirables graves tous les mois sur un service de médecine et de chirurgie, sur un service de 30 lits en moyenne. Ça, c'était la dernière étude qui date de 2019. Qu'on a un événement indésirable évitable détecté tous les 2 jours sur une autre étude. Et puis, on a un petit schéma qui reprend les 3 types d'erreurs déclarées les plus fréquentes, avec l'erreur de dose le plus souvent avec un surdosage à 41%, l'erreur de médicament à 31% ou l'erreur de patient à 14%.
Voilà, on le sait, l'erreur elle est humaine, souvent, causée par le contexte, comme je le disais tout à l'heure et en tout cas, c'est le troisième risque le plus fréquent et d'ailleurs, dans les chiffres de l'Omedit, le médicament qui ressort comme étant, plus, nocif dans les erreurs, bah, on a la chimiothérapie, orale. Ce qui est important par rapport à ces revues médicales, c'est d'avoir une culture qualité positive et que l'analyse des événements indésirables associés aux soins, on doit s'en servir comme étant un véritable levier. Elisabeth le disait tout à l'heure, c'est une vraie occasion de montrer comment les contextes sur, les contraintes de l'organisation en ville et beh, au moins on peut les mettre en lumière et les éclairer et de voir sur lesquels on peut agir pour pouvoir, éviter que ça se reproduise. Parce que, l'idée de les étudier, c'est que, on ait une culture qualité, qu'au moins l'erreur puisse servir à ce que ça ne se reproduise pas pour les autres. Donc une culture positive de sécurité pour l'ensemble des professionnels de santé, une méthodologie centrée sur la recherche de causes profondes et une approche pluriprofessionnelle qui inclut le patient, avec des facteurs humains, des facteurs organisationnels. Donc, sur la revue médicale à Becquerel, donc, toute cette démarche qualité, en général, on en entend parler, énormément pendant nos études, pendant nos stages. C'est, très développé par les démarches qualité qui sont sur les établissements médico-sociaux ou sanitaires et puis, bah, en libéral, on le retrouve plutôt sur les pharmacies puisqu'on est sur une équipe avec une démarche qualité mise en place. Mais sur les autres professionnels libéraux et bah, ça dépend des initiatives. Donc certains médecins se font des initiatives de groupe pour pouvoir, s'auto-évaluer, mais sinon c'est assez absent. C'est assez absent aussi dans le signalement de l'événement indésirable puisque, il y a 0 événement indésirable, déclaré, en ville. Et pour autant, il y a des erreurs médicamenteuses qui sont constatées, sur des patients, qui sont constatées des fois à l'hôpital, mais qui concernent une erreur qui a eu lieu en ville. Lors d'un événement indésirable, la structure hospitalière, elle organise une revue médicale en interne. Donc, Becquerel, ils sont à 5 ans d'organisation, enfin même au-delà de ça, mais, sur ce format-là, en tout cas, ça fait 5 ans qu'ils le pratiquent. Pouvoir mettre sur la table une situation avec un événement indésirable. Et donc, en mettant cette situation sur la table, et ben, finalement, cette situation-là, elle a un suivi en ville ou en établissements médico-sociaux, sur un EHPAD. Le fait de pouvoir mettre sur la table qu'entre professionnels hospitaliers, eh ben, il leur manque un gros bout de la situation et ils n'ont pas une vue 360. Donc le projet avec cette revue médicale ville-hôpital, c'était de pouvoir inviter les professionnels de ville à pouvoir participer à cette analyse-là, notamment bah, dans un cadre de qualité qui est déjà en place. Donc il n'y a pas ce côté chronophage de devoir étudier un cadre organisationnel de cette revue. Et par contre, on y vient vraiment avec son cœur de métier et sa vision de ville et son organisation de ville. Et puis aussi cette connaissance du patient avec une connaissance plus globale sur l'histoire de vie, l'entourage, l'environnement. Pouvoir amener cette vue 360 sur la situation qui a pu amener à l'erreur médicamenteuse. Donc, on a conventionné avec Becquerel et puis les 5 CPTS de la métropole. À ce jour, on a mis en place une seule revue médicale. Elbeuf ont commencé il y a 2 ans, donc ils sont plus en avance sur ça. Donc, c'est avec le CHI Elbeuf. Donc, ils sont sur le même format, hein, mais la temporalité, c'est globalement, il y a un événement indésirable qui survient, donc chez un patient sous chimiothérapie orale, puisque c'est le cadre de cette démarche. Ça nous permettait de commencer par un patient cible, en fait, suivi par le centre Henri Becquerel. On a la déclaration, donc là, un soignant de ville déclare l'événement indésirable via la fiche type. Donc, on a le QR code qui est en dessous. On a une messagerie sécurisée pour la conformité RGPD. Donc, on le déclare au centre Henri Becquerel, à la commission qualité. Et puis après, bah, du coup, il y a l'activation du comité de gestion qualité ville-hôpital, c'est-à-dire les membres de la commission qualité de Becquerel et les membres référents qualité à Absar+. Donc, on a un pharmacien qui est sur le territoire de Rouen et puis on a une médecin qui est sur le territoire A2RS. On aimerait compléter également l'équipe de membres référents infirmiers, par exemple, sur une autre CPTS et ça donnerait vraiment une plus-value de ce regard-là. Donc, il y a l'écriture de la situation qui est effectuée avec un recensement du cercle de soins. On identifie les facteurs déclencheurs de l'erreur médicamenteuse. Et puis, à l'organisation d'une revue médicale avec la recherche d'une date commune, l'envoi de la fiche situation à l'ensemble des personnes qui vont siéger à cette revue médicale. L'idée était de pouvoir avoir un format aussi qui soit adapté avec l'activité de ville. Donc, ces revues médicales, une fois qu'elles seront installées sur le long terme, l'idée est de pouvoir les dupliquer sur des formats visio,
Becquerel est même prêt à se rendre sur du présentiel, sur des maisons de santé, pour être au plus près et au plus réalisable de l'organisation des soins en ville. Et puis, avant J+60, il y a la revue médicale avec la lecture de la fiche de la situation, le comité de gestion et les professionnels de santé du patient. Donc les professionnels de santé concernés par la situation qui va être étudiée sont conviés à cette revue médicale et ça permet aussi pour eux de pouvoir avoir un support de débriefing entre guillemets sur cette erreur et de revenir sur un temps posé sur qu'est-ce qui a pu amener à cette erreur et de pouvoir dégager des actions correctives et d'avoir une écoute par des tiers neutres sur la situation. Et enfin, la dernière étape, c'est la restitution avec la production d'une synthèse avec les actions correctives retenues et puis la diffusion à l'ensemble des... Donc pour illustrer tout ce que je viens de dire, je vous ai mis 3 cas concrets qui sont assez souvent, on a toujours tendance à pouvoir argumenter sur « ah bah oui, mais il y aurait dû avoir ça, il y aurait dû avoir ça ». Néanmoins, dans un cas concret, surtout sur une slide, on ne peut pas mettre toutes les données fines qui vont orienter qu'on va plus facilement faire une erreur. Mais en tout cas, là, vous avez Monsieur D qui a 78 ans, qui débute une chimiothérapie orale selon un protocole discontinu. Il a 14 jours de traitement, puis 7 jours d'arrêt. Finalement, lors de la dispensation, le patient comprend qu'il doit prendre son traitement en continu. L'erreur n'est pas détectée lors du renouvellement. Ça peut aller très vite, même si on pense avoir éduqué un patient sur il a compris que c'était discontinu, et puis lui, dans sa tête, il a pu avoir compris que c'était continu en fait. 3 semaines plus tard, il développe une toxicité hématologique sévère avec neutropénie, nécessitant une hospitalisation. Donc, si on faisait une revue médicale sur ce sujet-là, bien sûr, le cas concret il est très succinct, mais les axes de réflexion d'une revue médicale, elle pourrait amener à dire comment on sécurise la dispensation des chimiothérapies orales, comment on vérifie la compréhension du patient en lui faisant reformuler, en le faisant écrire, comment on renforce notre information à la fois orale et écrite, l'utilisation d'un plan de prise écrit, c'est ce que j'évoquais, l'information de l'infirmière libérale, comment on peut reprendre sur une éducation à l'officine le même discours avec l'infirmière libérale qui passe au domicile, la place des aidants aussi dans l'accompagnement thérapeutique, et puis le repérage précoce des signes de toxicité. Voilà un exemple de premier cas concret qui pourrait être étudié en revue médicale. Sur le deuxième cas concret, l'interaction médicamenteuse non repérée lors d'une prescription de médecine générale. Donc on a Madame B, 68 ans, elle est traitée pour un cancer de sein métastatique avec capecitabine, prescrite par le Centre de lutte contre le cancer. Donc ce week-end, sa fille se marie. Elle consulte son médecin traitant pour une infection urinaire. Celui-ci prescrit un antibiotique sans avoir connaissance de l'ensemble des traitements en cours. Effectivement, nous, les premiers échos que l'on a eus sur la CPTS, c'était que les médecins généralistes sont très peu souvent au fait des patients suivis uniquement sur Becquerel. Et c'est des fois des patients qu'ils voient très peu et connaissent très peu. Quelques jours plus tard, la patiente présente une diarrhée sévère, une mucite et une altération importante de son état général nécessitant une hospitalisation. L'analyse met en évidence une interaction médicamenteuse ayant majoré la toxicité de la chimiothérapie. Donc les axes de réflexion pour cette revue, ça pourrait émaner à améliorer l'accès à l'information sur les traitements anticancéreux en cours, comment on peut mettre des critères pour prioriser des conciliations médicamenteuses en ville et hôpital, la vérification des interactions à l'officine, voilà, quels critères ont fait sauter cette vérification-là, et puis l'information du patient sur la nécessité de signaler sa chimiothérapie à tout professionnel de santé. Pourquoi elle a oublié de signaler sa chimiothérapie, sa fille se mariait, peut-être que, encore une fois, on a un contexte qui facilite l'erreur. Et puis enfin, un cas concret numéro 3 avec le maintien d'un traitement contre-indiqué après apparition d'un effet indésirable. Madame S, 52 ans, elle est aide ménagère, elle est traitée par une thérapie ciblée orale. Elle développe progressivement un syndrome main-pied important, douleur, fissure et difficulté à marcher. L'événement, elle consulte son infirmière libérale puis son pharmacien pour ses symptômes. Chacun apporte des conseils locaux, mais le lien avec la chimiothérapie n'est pas identifié. La patiente poursuit son traitement pendant plusieurs semaines alors qu'une adaptation thérapeutique aurait dû être discutée avec l'équipe d'oncologie. Une interruption prolongée du traitement devient finalement nécessaire. Les axes de réflexion pour la revue, ça pourrait être reconnaissance des effets indésirables des chimiothérapies par les professionnels de santé,
conduite à tenir face à un effet indésirable, modalité de contact avec l'équipe, d'oncologie, coordination entre professionnels de ville et éducation thérapeutique. Donc voici très rapidement, 3 cas concrets, qui peuvent être amenés à avoir toujours ce réflexe iatrogénique un peu de pouvoir, mener, une analyse positive, de tirer leçon de quelques erreurs et surtout aussi déculpabilisante de se dire qu'une erreur est toujours liée à un contexte complexe, et de pouvoir le mettre sur la table, bah, ça peut, dédramatiser, ces contextes d'erreur et surtout être utile à ne pas faire renouveler l'erreur pour d'autres pros. Par exemple, sur une dernière la 1re revue médicale que l'on a effectuée, il y avait une communication entre l'hôpital et la ville, finalement qui se faisait par messagerie sécurisée. Elle est embolisée, de plein d'alertes. Ah bah, une des actions correctives a été de sensibiliser Becquerel à de se dire que finalement, il y a un outil qui marche vachement bien en ville, qui est Idomed. Et bah, peut-être que si on veut avoir un lien ville-hôpital qui fonctionne bien, que Becquerel se passe à Idomed serait intéressant. Et donc, à ce jour, bah, sur une première revue médicale, Becquerel étudie la possibilité de pouvoir avoir en place un outil comme Idomed. C'est vraiment constructif en termes d'analyse d'erreurs. Voilà ce que je pouvais vous en dire de notre projet. Alors j'ai parlé très vite, volontairement pour pouvoir vous laisser le temps de poser vos questions et je peux revenir sur les slides qui vous font réagir, bien sûr. Alors, on peut peut-être se poser la question, la revue médicale, elle a un horaire qui est fixé ou elle peut s'adapter aux professionnels de ville Oui. qui est Pour, invité? pour l'instant, elle est fixée à 15 heures. En général, l'articulation entre le référent de ville et Becquerel est de pouvoir militer pour avoir des horaires qui soient accessibles aux professionnels de santé concernés par la situation. Donc là, la prochaine est le 18 juin, 15 heures. Pour l'instant, on n'a pas d'événement signalé. Donc il faut d'abord avoir des signalements d'erreurs pour que les revues puissent se mettre en place. Alors il y a tout un travail de pédagogie à faire aussi parce qu'effectivement sur le diaporama, on parle de culture positive de l'erreur. C'est facile à écrire, hein, sur une diapositive, mais c'est une vraie culture à faire entendre aux professionnels. Donc il y a tout un travail de pédagogie, de rassurance et d'être tous convaincus sur ce non-jugement, sur la plus-value de pouvoir avoir ces attitudes-là pour en gagner des bénéfices. Alors, je dirais que l'équipe de Becquerel a bien l'habitude et donc temporise bien en fait les tensions si jamais il y a des tensions sous-jacentes qui se révélaient. Et puis nous aussi, les référents, donc le pharmacien et moi-même, et on espère une infirmière, de la même manière, quoi. On essaye de faire en sorte que effectivement cette réunion soit constructive et permette à chacun de s'exprimer et à sortir renforcé, quoi, content d'avoir pu exprimer les choses, quoi. Sur la première revue aussi, ça a mis en lumière l'importance d'avoir un discours bienveillant entre la ville et l'hôpital parce que justement l'erreur était faite en ville et dans la tonalité qu'on peut y mettre, bah, c'est important de pouvoir être solidaire qu'on est tous dans des contextes à risque d'erreur. Et donc du coup, ça a mis en lumière ça, parce que le patient qui était à l'hôpital, eh ben, selon le discours tenu par l'infirmière, voilà, il y a pu avoir des maladresses et de se dire, bah oui, votre pharmacienne, il y a une difficulté. Ça a pu permettre aussi de refaire cette médiation-là, une relation ville-hôpital qui doit être bienveillante. Donc je ne sais pas si dans les intervenants, est-ce que les déclarations d'événements indésirables, est-ce que vous en faites? Est-ce que vous verriez en déclarer si vous en voyez? Est-ce que vous seriez inspiré pour être référent qualité sur ce projet? Enfin, on peut avoir l'impression que ce sont les pharmaciens qui sont en première ligne dans ces événements indésirables, mais en réalité, je crois pas. Enfin, d'ailleurs, les 3 cas cliniques montraient bien que
le médecin qui dépiste pas qu'il y a une chimiothérapie en cours, voilà, les infirmières peuvent être confrontées et surtout chacun d'entre nous, chaque soignant depuis sa place peut prendre conscience d'un effet et d'un événement indésirable, quoi. Il ne faut pas se priver, quelle que soit notre place, de se saisir de cette fiche de déclaration, quoi. Tout à fait. Et cette fiche de déclaration, comme indiqué dans le chat, justement, vous avez le lien là dès aujourd'hui, mais vous l'aurez aussi dans le descriptif du replay. Si jamais vous avez besoin de vous y retrouver, et bien évidemment, la CPTS A2RS sera à disposition pour vous fournir le document si vous estimez en avoir besoin. Voilà, il y a un petit flyer qui est cette infographie-là et qui permet d'avoir le QR code du document et la démarche que je viens de vous présenter. On espère qu'on vous a intéressé. Est-ce qu'il y a, au moment où on va bientôt fermer la porte, l'ultime question ou l'ultime info qui vous fait, ou l'ultime réaction? En tout cas, n'hésitez pas, on reste à votre disposition. Oui. S'il n'y a pas d'ultime question, moi je veux bien prendre la parole justement sur l'ultime information. Pour cet été, nous n'avons pas de pause déj qui est prévue. Ça reprendra du coup en septembre. On a bien évidemment nos replays qui sont disponibles sur la chaîne YouTube que vous pouvez retrouver justement en lien soit sur LinkedIn, soit sur nos newsletters, soit évidemment sur la communauté WhatsApp de la CPTS A2RS. Et encore une fois, la semaine prochaine, nous avons notre forum sur la BPCO et les douleurs chroniques qui va avoir lieu à partir de 8h30 jusqu'à 17h avec une table ronde dédiée le matin à la BPCO et une seconde l'après-midi sur les douleurs chroniques. Vous allez pouvoir retrouver le programme dans un mail qui va vous être envoyé là très prochainement. Ça peut aussi être disponible encore une fois sur le LinkedIn, sur la communauté WhatsApp de la CPTS. Merci beaucoup, Jennifer. C'était très clair, très serein. Moi, je pense qu'on va avoir convaincu, en tout cas, nos écoutants. Eh bien, de rien. Et puis, je m'excuse pour la caméra qui est repartie, mais... Pas de souci. Bonne journée à tous. Au revoir.